Moi, je lutte contre un syndrome qui s'appelle le syndrome du comme lundi. C'est-à-dire que l'idée, c'est que nos collaborateurs puissent venir au travail en début de semaine avec la banane. C'est-à-dire qu'ils soient heureux de venir travailler, qu'ils y trouvent un vrai sens, quoi. Et pas en traînant des pieds avec des sabots de plomb. Donc c'est un vrai challenge de dire que si on vient travailler, c'est avec le sourire. Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast L'entreprise de demain. Un podcast né de l'envie de valoriser les initiatives pour une entreprise à la fois plus humaine et responsable et pour autant florissante. En partageant les aventures de chercheurs éclairés qui bousculent les idées reçues et œuvrent au développement des entreprises, également de leaders bienveillants et optimistes qui s'interrogent, se challengent, se trompent aussi, se dopent à la croissance et sont d'éternels créateurs d'opportunités pour leur équipe, leur entreprise et leur environnement. L'objectif, c'est à la fois de valoriser ces initiatives et d'en connaître les coulisses. Également de faire naître, pourquoi pas chez vous, ce moment où on se dit que c'est possible, qu'on pourrait essayer, que l'on a envie d'essayer de faire évoluer nos pratiques vers une entreprise plus épanouissante et certainement plus florissante. De quoi vous donner des pistes d'action aussi, que vous soyez collaborateur, manager ou dirigeant. Car on a tous un rôle à jouer, n'est-ce pas ? Je tiens à vous remercier pour vos nombreux retours. Qu'ils soient positifs ou plus challengeants, tous me sont très utiles. J'ai eu une réaction assez forte d'un auditeur qui, évoluant je pense dans une organisation sous grande tension, s'est offusqué du côté bisounours, inapplicable aux entreprises cotées, tenant pas compte des aspects financiers. Et ceci concomitamment à l'annonce du programme « Une personne, une voix, une action » d'Emmanuel Faber, dirigeant de Danone, qui dit, je le cite, « Il est temps de laisser nos équipes écrire le futur. Nous sommes arrivés au bout d'un modèle. Le programme Une personne, une voix, une action va donner le pouvoir à nos équipes d'aller chercher l'avenir et d'en détenir les clés avec nous. » Donc oui, c'est possible, dans les entreprises cotées aussi, y compris celles du CAC 40, et bien sûr sans oublier, sans perdre de vue les indicateurs financiers qui sont fondamentaux pour la santé de l'entreprise également. Tout ça, ça fait pas mal écho à l'interview de Louis Perna que nous allons entendre. Louis Perna est dirigeant de Bouvra Perna, et c'est un décolleteur de la vallée de l'Arve à Marnat, en Haute-Savoie. Et il nous parle de son rêve d'avoir une entreprise composée d'artistes et d'artisans au-delà des normes, dont il souhaiterait s'affranchir parfois. Et puis il nous parle aussi de cet état d'esprit, cet ADN de l'entreprise qu'il s'emploie à maintenir dans un contexte de forte croissance. Et encore une fois, la parole du collaborateur y a toute son importance. Louis, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu avec enthousiasme à mon invitation. Nous sommes donc au pied du Mont Blanc ou presque, à Marnaz, dans la vallée de l'Arve, le berceau du décolletage. Et on va discuter avec vous aujourd'hui un petit peu de l'évolution de Bouvra Perna, de sa place dans la société et de la façon dont vous voyez le futur. Donc, est-ce que, pour commencer, vous semblez intimement lié à votre entreprise, Louis ? Pouvez-vous nous en dire plus sur Bouvra Perna, son histoire, et puis la vôtre aussi, et puis sa mission et comment elle a évolué au fil des années ? Bien sûr. Alors, pour repréciser un peu ce qui a été dit en préambule, donc je suis un des co-dirigeants de Bouvra Perna, puisque les actionnaires, c'est mes deux frères, ma sœur et moi-même. Donc, je ne suis pas tout seul dans l'entreprise familiale. Il y a aussi, pour aussi repréciser, nous sommes effectivement spécialisés dans les pièces mécaniques, composants mécaniques, sous-ensembles mécaniques de petites, moyennes et grandes séries. Aujourd'hui, on fait aussi de la toute petite série, puisque c'était une de nos sources de diversification, et que demain, je pense que les tailles de série auront tendance de plus en plus à diminuer pour davantage de personnalisation. C'était aussi une volonté de la société stratégique de diminuer les tailles de série pour tendre vers cette tendance du marché qui est de la diminution des tailles de série et de la personnalisation de plus en plus forte. Voilà, ça c'était pour faire un petit préambule. Donc Bouvra Perna, c'est quoi ? C'est une entreprise donc familiale qui est issue d'une histoire assez ancienne, puisque si on remonte le cours des siècles, on va dire, j'ai un ancêtre qui avait une double activité, comme beaucoup de... Il y avait des paysans, des horloger à une certaine époque dans la vallée de l'Arve. Moi, j'avais un ancêtre qui avait une activité un peu similaire, mais qui était meunier horloger. Donc, sur Marnat, n'est-ce pas, au bord du torrent, il avait le moulin qui faisait de la farine. Et aujourd'hui, donc, j'ai un de mes grands-pères qui avait fondé avec ses trois frères une société qui existe toujours,
qui est Savoie Décolletage, qui est rentré dans le groupe Ekem, donc les 4 frères se sont ensuite séparés. L'un a conservé Savoie Décolletage, l'un a créé une société qui n'existe plus en tant que telle, qui s'appelait Ampère, mais qui fait partie du groupe Mécadac maintenant. Un autre a fondé Pernat Jolivet, et mon grand-père, quand il s'est séparé avec ses 3 frères, a fondé Pernat Le Pont. Pernat Le Pont ensuite a été repris par mon père et mon oncle, qui se sont ensuite séparés à leur tour. Mon oncle a gardé Pernat Le Pont, qu'il a vendu à la société Perry-Jean-Louis quand il a arrêté son activité. Et mon père s'est associé avec mon grand-père maternel, qui était un petit artisan décolleteur, qui s'appelait Edmond Bouvrat, et qui a fondé Bouvrat-Pernat, ce qui explique aujourd'hui le nom Bouvrat-Pernat, même s'il n'y a plus de Bouvrat, mais c'est le nom de jeune fille de ma mère. Il s'était donc associé avec son beau-père. Voilà pour l'historique de la société Bouvrat-Pernat. En ce qui me concerne, moi j'ai rejoint l'entreprise familiale il y a maintenant une bonne trentaine d'années déjà. À l'époque c'était une toute petite TPE puisqu'on était 7 je crois. Et puis voilà, on s'est développé, on s'est diversifié. Et aujourd'hui donc les actionnaires c'est donc Gérard, Michel, Nathalie et moi-même, chacun à 25%. Le groupe HBP qui compte aujourd'hui 3 sociétés, Bouvrat-Pernat, la société principale et historique, qui est donc dans l'industrie du décolletage en tant que telle. La société SECAM, qui est donc une société sœur, qui est tout ce qui est produit de fixation, essentiellement les matériaux tendres, matériaux plastiques, donc insert et visserie, mais aussi les matériaux composites de plus en plus. Et puis la dernière venue, la société NanoCéram, qui est donc tout ce qui est une start-up grenobloise qu'on a acquis en début d'année, qui est pour tout ce qui est technologie des céramiques, et qui rentre dans notre cadre de diversification de l'usinage des céramiques, mais qui nous ouvre d'autres univers autour de la mise en forme, la formulation des céramiques. Voilà pour faire un panorama relativement large de notre entreprise, qui aujourd'hui est assez diversifiée et a 3 activités, 3 pôles: l'usinage de décolletage, la céramique et les fixations. Et comment vous définiriez la mission globale de l'ensemble ? Notre mission, c'est d'aider nos clients à gagner des parts de marché. Et vos clients sont ? Alors, nos clients sont extrêmement diversifiés. Et c'est aussi notre volonté d'être le plus diversifié possible. C'est-à-dire que quand je suis rentré dans l'entreprise, il fut une époque où on était plus de 40%, 60% automobile. Aujourd'hui, l'automobile représente 17% de notre chiffre d'affaires. C'est très bien, hein, on veut garder une part non négligeable de l'automobile, aux alentours de 20%, mais on veut aussi avoir des secteurs d'activité les plus diversifiés possibles. Ce qui est aussi une grosse difficulté, puisqu'il faut répondre aux exigences de chaque secteur, qui sont parfois très différentes, parfois contradictoires. Donc aujourd'hui, on a l'automobile qui est 17%, on a la défense qui est aux alentours de 10-15%, on a l'aéronautique qui est aujourd'hui relativement modeste chez nous, mais qui fait partie de nos axes stratégiques de développement, parce que l'avantage de l'aéronautique, c'est qu'on a une vision à très long terme. Hein, les programmes sont sur de plusieurs années, plusieurs dizaines d'années parfois. Donc l'aéronautique aujourd'hui, c'est 1%, mais avec des perspectives de passer 2, 3, 4% très rapidement. On a un gros secteur d'activité qui, pour nous, est totalement transversal, qu'on qualifie de fluidique, donc, qui représente la moitié de notre chiffre d'affaires. Ça peut être les fluides sous toutes ses formes, du gaz, de l'eau, de l'hydraulique, du pneumatique, mais qui a un vrai savoir-faire qui est toujours le même, qui est la maîtrise des états de surface, des pièces sans aucune bavure, des étanchéités. Et là, on a un vrai savoir-faire, et c'est très transversal, parce que des fluides, il y en a partout. Hein. Ça peut être du fluide médical, comme ça peut être pour de l'oxygène médical, mais ça peut être des fluides pour de l'hydraulique industrielle, ça peut être... voilà. Et ça, c'est un gros savoir-faire Bouvrat-Pernat. Et puis, avec l'acquisition de NanoCéram, on a aussi des grosses ouvertures sur plein d'autres activités, notamment le luxe. Donc, les céramiques dans le luxe, notamment tout ce qui est horlogerie suisse, ou... de plus en plus, on a des besoins de céramique dans la montre connectée, par exemple. Donc là, c'est des ouvertures assez intéressantes dans d'autres univers, on va dire, qui fait que Bouvrat-Pernat est excessivement diversifié, on va dire, d'un point de vue marché.
Marché, secteur d'activité, mais aussi marché, secteur géographique, dans le sens où aujourd'hui notre exportation directe est de l'ordre de 47%. Je ne parle pas de l'exportation indirecte, parce que l'exportation indirecte, elle serait de l'ordre de 90%, quoi, j'ai envie de dire. Parce que la plupart de nos clients sont essentiellement tournés vers l'exportation. Mais là, je parle bien d'exportation directe, avec une spécificité, c'est que c'est des démarches proactives à l'export. Notre premier pays à l'exportation, c'est les États-Unis, où ce n'est pas des clients français vers lesquels on va livrer des filiales. C'est vraiment des démarches proactives de prospection sur le pays en question. C'est-à-dire que nos clients américains sont des clients américains. Ce ne sont pas des clients français qu'on a démarchés en France et qui finalement ont fini par livrer leur site de production. Donc une grande partie de ce qui est fait à Cluse, finalement, enfin à Marnaz, part à l'étranger. Tout à fait. Vous êtes un gros contributeur pour l'étranger. On essaye. Et ça, cette tendance a tendance à s'accentuer avec les années qui viennent. Là, par exemple, on est sur des gros... Enfin, part et reviennent parfois. Là, on est sur des gros marchés dans le ferroviaire, par exemple, sur les États-Unis, où, paradoxalement, le bilan carbone n'est pas forcément très bon, puisque les pièces sont fabriquées à Marnaz, elles partent dans l'État de New York, et puis, in fine, les marchés, c'est pour le métro de Paris ou le métro de Londres. Donc, effectivement, le bilan carbone n'est pas terrible, on va dire. Mais bon, pour le coup, notre offre, elle est pertinente parce que nos concurrents, sur certains marchés, notamment sur le continent nord-américain, ne sont pas à la hauteur, quoi. Et bien souvent, on a une offre qui est particulièrement pertinente sur le continent nord-américain. Et plus qualitative. Et vos collaborateurs dans tout ça, comment ils évoluent avec toutes ces évolutions ? Alors des fois c'est dur à suivre, mais c'est un peu exaltant, parce que c'est vrai qu'il y a toujours un peu de nouveauté, d'innovation, et c'est ce qui leur permet aussi de trouver du sens à leur travail et leur activité. Un des challenges de l'entreprise, c'est justement de fidéliser nos collaborateurs, au même titre que de fidéliser nos clients. Notre frein à la croissance aujourd'hui, c'est pas l'investissement. C'est bien souvent de trouver des nouveaux collaborateurs, parce que nous sommes dans une vallée où il y a pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans notre métier. Donc il faut d'une part les fidéliser pour qu'ils restent chez nous, et puis dénicher de nouveaux talents. Et comment faire ? On ne peut pas concurrencer forcément nos collègues suisses, parce qu'en termes de niveau de revenus ou salarial, on est incapable d'aller sur ce niveau-là. Donc il faut trouver des solutions pour à la fois rendre notre entreprise attractive. La meilleure solution, c'est donner du sens à leur travail. Moi, je lutte contre un syndrome qui s'appelle le syndrome du comme lundi. C'est-à-dire que l'idée, c'est que nos collaborateurs puissent venir au travail en début de semaine avec la banane. C'est-à-dire qu'ils soient heureux de venir travailler, qu'ils y trouvent un vrai sens, quoi, et pas en traînant des pieds avec des sabots de plomb. Donc c'est un vrai challenge de dire que si on vient travailler, c'est avec le sourire. Qu'est-ce que vous faites pour ça ? Pas grand-chose en fait. Alors c'est déjà un type de management très très horizontal, avec un maximum d'autonomie aux collaborateurs. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une réunion là, c'est une réunion qui est en totale autonomie, c'est eux qui décident ils gèrent leur truc, je ne sais même pas ce qui s'y passe. Donc c'est en totale autonomie, maximum d'autonomie, maximum de possibilités d'organisation en interne. Alors, avec des limites à cette organisation. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en termes de recrutement, on a les personnes qui sont extrêmement sensibles à ce type d'organisation et qui s'y font très bien. Et pour le coup, quand on les recrute, elles restent. Puis il y a ceux qui sont en zone d'inconfort dans ce type d'organisation, qui sont habitués à une organisation très verticale. Et ce type d'organisation, ils sont plutôt en zone d'insécurité. Et finalement, au bout de quelques semaines, ils ne se sentent pas forcément bien et en zone de confort dans ce type Donc il y a aussi des limites, notamment d'anciennes générations. Donc il y a aussi, c'est pas la panacée pour tous les profils de personnes. Mais à partir du moment où le personnel se sent peut s'épanouir dans ce type d'organisation, et c'est aussi un bon moyen d'éviter justement cette concurrence helvétique, ou même de nos collègues, où il y a parfois des surenchères en termes de salariales, sur lesquelles on
pourrait ne jamais s'arrêter, quoi. Et l'idée, c'est d'avoir d'autres choses, une vraie organisation. Les gens sont en autonomie, des capacités de proposition, d'être... Alors, ça marche pas. Chez nous, ça marche pas trop mal parce qu'on a un taux, des indicateurs qui sont relativement bons en termes de, par exemple, taux de présentéisme qui sont proches de 100%, qui sont à 99,1%. Bon, on a aussi de l'absentéisme. Hein, quand il y a des épidémies. Vous ne pouvez pas échapper à la grippe. Épidémie de grippe, on a des trous, hein, mais c'est plutôt très très positif. Et puis on a aussi donc une fidélisation du personnel parce que en principe, à partir du moment où ils trouvent leur place, c'est-à-dire qu'on a des taux d'échec, c'est effectivement au recrutement, c'est-à-dire que ceux qui n'arrivent pas à se faire à cette organisation ne restent pas parce qu'ils sont en zone d'insécurité, mais à partir du moment où ils sont bien dans cette organisation, ils restent. Ils restent et puis ils n'ont pas envie de changer parce que c'est un style d'organisation qui leur convienne. J'aurais 2 questions. La première, qu'est-ce que vous avez un exemple à nous donner de ce que vous mettez en place pour que cette organisation roule ? J'ai envie de dire qu'on ne met pas grand-chose en place. D'accord. J'ai envie de dire que c'est plus une culture. Mm-hmm. On ne s'est pas levé un matin en disant, on parle beaucoup d'entreprises libérées. Moi, je ne parle pas beaucoup d'entreprises libérées parce que on n'a pas décidé un matin en disant, on va mettre en place l'entreprise libérée. C'est plus un état d'esprit et une culture. C'est-à-dire que c'est faire confiance aux personnes. Moi, je trouve qu'il y a un peu un tue-l'amour à l'entreprise libérée, c'est tout ce qui est normatif. C'est-à-dire que les normes ISO TS, EN 9100, où tout est procédure. Moi, je rêve d'une entreprise qui s'affranchit des normes. Malheureusement, c'est difficile et c'est pas possible quand on est en train de passer la norme aéro, la norme ISO TS, etc. On est obligé de... Et moi, je trouve que c'est parfois totalement en inadéquation avec l'état d'esprit de laisser au maximum d'autonomie aux personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, l'idée, c'est que chaque collaborateur est en soi un artisan et qui s'organise en tant que tel. C'est-à-dire que moi, je me souviens de mon grand-père, quand il était dans son petit atelier, il n'avait aucune norme. Il faisait un boulot d'orfèvre avec sa petite loupe, il s'organisait comme il voulait. Par contre, on était sûr que c'était tip-top. Mais c'était un artisan, un vrai professionnel. L'idée, c'est que chacun soit à cette image, avec sa propre organisation, avec son propre savoir-faire. Ça, c'est complètement en inadéquation avec tout ce qu'on nous dit. Il faut écrire des procédures, que chacun fasse la même chose, qu'un tel soit remplaçable, et que s'il n'est pas là, son voisin puisse faire exactement la même procédure. Alors, il faut trouver le juste équilibre entre l'un et l'autre. C'est extrêmement difficile. Moi, mon rêve, c'est qu'on s'affranchisse de toutes les procédures. C'est pas possible. C'est un vœu pieux. Mais l'idée, ce serait ça. C'est d'en avoir le moins possible. Et du coup, quelque part, votre culture est un peu héritée du métier de votre grand-père, finalement. Oui, l'idée, c'est d'avoir une entreprise qui soit composée d'artistes et d'artisans pour susciter la créativité et susciter les savoir-faire. Ce ne sont pas des salariés qui appliquent bêtement des procédures, mais qui soient des collaborateurs, qui soient des artistes et des artisans. C'est très ambitieux, mais c'est ça l'idée. Et en même temps, ça n'a pas l'air de vous empêcher d'évoluer avec l'évolution de la société, de votre environnement, etc. Alors quand je dis ça à un auditeur, il ne comprend pas tout, mais ça ne fait rien. Et comment ils le vivent, vos collaborateurs ? Est-ce qu'ils se reconnaissent là-dedans ? Parce qu'on voit qu'il y a des collaborateurs qui n'ont pas toujours envie de prendre la responsabilité. Il y a parfois des tensions. Hein. Il y a des gens qui ont besoin... Alors, chacun s'exprime selon ses sensibilités. Hein. Il y en a qui ont besoin d'être extrêmement cadrés. Alors, on essaye de s'adapter. C'est pour ça que... Puis il y en a qui ont besoin d'être très, très, très... Et est-ce que dans les plus anciennes générations dont vous parlez tout à l'heure, est-ce qu'il y a une envie de retrouver ce rôle d'artisan, ou est-ce que il y a du mal à sortir d'une culture du travail qui était plus difficile ? J'ai envie de dire que c'est même pas une question de génération, c'est plutôt une question d'état d'esprit, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, oui, vous pouvez avoir un jeune qui aura du mal. On peut avoir un jeune qui est formaté extrêmement, et puis des anciens qui sont... Donc vous croyez plus dans une façon de voir les choses, un état d'esprit, qu'à une clivage générationnel. Ouais. Et c'est quelque chose que vous adaptez dans votre recrutement, vous en tenez compte, dans la façon dont vous communiquez? Alors le problème du recrutement, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas l'embarras du choix, quoi.
C'est-à-dire qu'il y a tellement peu de candidats potentiels, j'ai envie de dire, on teste tout ce qui arrive, quoi. Parce que le problème, c'est si on avait l'embarras du choix, oui, on en tiendrait compte. Mais le problème, c'est qu'on a même plus de candidats, quoi, aujourd'hui. Et pourquoi si peu de candidats, vous pensez? Alors là, c'est une question sur laquelle j'ai absolument pas de réponse. Le problème, il est là, c'est qu'aujourd'hui... Les métiers de l'industrie sont peut-être pas assez valorisés? Aujourd'hui, il y a encore quelques années, on avait, pour un poste, on avait quelques candidats et l'idée, c'était de le séduire pour qu'il nous choisisse nous plutôt que le collègue d'à côté. Aujourd'hui, c'est même plus ça, c'est qu'on a un candidat. Quand on a la chance d'avoir un candidat, on avait 2-3 candidats, il avait plusieurs offres. Là, quand on a la chance d'un candidat, c'est vraiment de lui dire, oui, il faut le séduire, mais il faut absolument qu'il nous choisisse nous, quoi. Et là, vous communiquez sur votre état d'esprit, votre façon de fonctionner. On communique sur notre état d'esprit. Alors après, s'il est dans cet état d'esprit, c'est aussi des atouts de l'entreprise pour qu'il nous choisisse, quoi. Après, il y a effectivement des profils qui ne sont pas intéressés par ce fonctionnement. Et maintenant, si on parle un petit peu du futur, parce vous en avez parlé au début de votre intervention, parce qu'on voit là que vous venez de racheter aussi une start-up pour être sur vous parlez de monde connecté, on voit bien que vous essayez de vous positionner sur différents métiers, vous diversifiez dans vos secteurs, etc. Comment vous voyez le futur? Quel est votre principal challenge? Il y en a plein. Après, il faut faire le choix. Non, par exemple, quand on parle d'usines connectées ou usines du futur, donc là, effectivement, aujourd'hui, depuis plusieurs années, on a beaucoup travaillé sur l'usine connectée en travaillant notamment l'automatisation des flux, automatisation des flux d'information, mais aussi des flux physiques. Ça fait maintenant près de 20 ans où on a complètement automatisé tous les flux de pièces, copeaux, etc. C'était assez novateur à l'époque. On sait toujours parce qu'il y en a très peu qu'on pris ce virage-là. On a aussi beaucoup travaillé sur la communication homme-machine, c'est-à-dire que depuis une quinzaine d'années, chaque machine est équipée d'écrans tactiles pour communiquer avec les hommes, très très convivial, parce que c'est pareil, il faut que l'outil digital, on va dire, soit facile, convivial, ergonomique. Alors, c'est sûr que les nouvelles générations, ils ont l'habitude d'utiliser l'outil informatique. Les anciens, c'est un peu plus compliqué, mais il suffit que ce soit très convivial, un écran tactile avec une identification avec leur nom, avec des pictogrammes et tout ça. Nous, on a des écrans tactiles sur chaque machine, mais un enfant de 5 ans est capable de s'en servir quasiment. Donc c'est extrêmement convivial, et les anciens, même un ancien qui serait limite analphabète, serait capable de s'en servir. C'est extrêmement facile de communiquer. Donc ces écrans tactiles qui sont l'interface homme-machine et qui récupèrent quasi en automatique, on parlait d'intelligence artificielle, mais c'est pas encore tout à fait ça, mais c'est déjà la collecte de données sur des événements de production directement sur la machine ou saisis quasi en automatique par des opérateurs. C'est des choses qu'on a mis en place déjà il y a une quinzaine d'années. Demain, on est sur des projets d'interfaçage avec nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis en place avec beaucoup de clients, notamment les clients à l'export ou grand export, l'une de nos faiblesses avec nos clients du grand export, c'est l'éloignement géographique. Pour pallier à ça, on a mis en place des stocks consignation qui sont chez eux, qui nous appartiennent, qui sont dans leurs ateliers, qu'on gère totalement depuis chez nous, c'est-à-dire qu'ils font des pickings journaliers et qu'on facture de façon hebdomadaire et qu'on réapprovisionne en fonction d'un mini-maxi qu'on a préalablement défini ensemble. Eux, ils s'occupent de plus rien, ils ne nous passent aucune commande. Tout ça est complètement transparent pour eux. Ils vont dans leur magasin, ils nous déclarent le picking, et nous, on déclenche la facture en fonction des pickings qu'ils ont fait. On déclenche des réapprovisionnements en fonction d'un mini-maxi qu'on a pu définir ensemble. Pour eux, c'est totalement transparent. Et pour eux, c'est royal parce qu'ils ont zéro stock. Donc nous, c'est un peu d'immobilisation, ça c'est sûr. Mais ça permet de fidéliser le client de façon assez importante. L'étape d'après, c'est ce que l'on envisage de faire sur 2019, c'est d'encore automatiser ce type de fonctionnement avec une douchette, c'est-à-dire qu'ils n'ont même plus rien à nous déclarer, ils vont doucher leur picking,
Et de façon totalement automatique, ça déclenche la facture, déclenche les appros. Et là, il y a encore des saisies manuelles, c'est-à-dire qu'ils déclarent par un mail leur picking. C'est pas compliqué à développer, il nous manque du temps pour le faire, mais c'est d'avoir déployé ça chez tous nos clients qui ont ces stocks conciliation, parce que c'est des choses qu'on vend aujourd'hui, qu'on vend à nos clients, hein, et qu'on développe de plus en plus avec nos clients export. Ça nous donne un avantage concurrentiel aussi. Donc voilà, c'est aussi ces interfaces clients-fournisseurs qu'on veut développer, par exemple. Donc il y a d'autres choses, il y a plein d'autres choses, et ça nous permet de collecter de la donnée. On parlait de la big data. Aujourd'hui, la big data, on collecte plein de données, que ce soit d'usinage. Là, on a beaucoup travaillé sur les coûts, par exemple les coûts outillage par OF. Aujourd'hui, on sait de façon tout à fait fine combien coûte la consommation de plaquettes, d'outils, par chaque OF. Tout ça est complètement déclaré. Ça, on le sait de façon tout à fait fine. C'est pas suffisamment exploité. L'intelligence artificielle va nous aider. Aujourd'hui, il y a encore une part d'analyse humaine qui a ses limites, parce qu'on a une quantité de production, etc. L'intelligence artificielle va nous aider à analyser toutes ces données de production qu'on collecte aujourd'hui de façon très fine, mais qu'on n'arrive pas à analyser de façon suffisamment fine. On peut l'analyser sur un web, on peut l'analyser sur une production, mais demain, tous ces outils-là vont pouvoir nous aider à analyser beaucoup plus finement toutes les données qu'on est en train de collecter aujourd'hui. Donc vous y voyez une vraie valeur ajoutée, voilà, et pas une menace pour le collaborateur? Pas du tout, au contraire. Au contraire, ça va être ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin, parce qu'aujourd'hui on collecte déjà beaucoup de données. Il y a des données qu'on ne collecte pas encore, mais qu'on n'analyse pas suffisamment. Et est-ce que ça nécessite une évolution des compétences de vos collaborateurs aussi? Oui, aussi. Mais il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir sous-traiter aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des compétences qui existent déjà et sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Hein. Et l'avenir, vous le construisez avec vos équipes? Ah oui, ça c'est clair. Hein. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est organisé de façon très collaborative en interne. Même les décisions stratégiques, elles sont partagées, pas uniquement par l'équipe de direction. Alors on a un CODIR qui est très élargi, bien au-delà des actionnaires. Hein. Les actionnaires qui sont tous dans l'opérationnel. Hein. Mes deux frères, ma sœur et moi-même, on est tous dans l'opérationnel. Hein. On n'est pas des actionnaires dormants, on va dire. Et puis, le CODIR est bien au-delà de l'opérationnel. Il est avec un certain nombre de cadres qui font partie du CODIR de façon opérationnelle et participent activement aux décisions stratégiques. Mais aussi, l'ensemble du personnel sont quand même très associés à la stratégie et à la vision de l'entreprise pour qu'elle soit partagée par le plus grand nombre. Comment vous les associez? De différentes façons. Alors déjà, il y a des réunions d'information et de communication et d'interaction avec l'ensemble du personnel qui sont trimestrielles. On réunit vraiment la totalité du personnel de façon trimestrielle. On fait une fois par an un séminaire d'entreprise avec l'ensemble du personnel où on déploie la vision stratégique avec tout le monde et puis on échange là-dessus et on essaye de faire émerger les chantiers prioritaires d'entreprise avec l'ensemble du personnel. Donc, parfois, nous, on peut avoir une idée, mais ce n'est pas la bonne. Hein. Ça peut émerger de la base, hein, qui ont certainement bien souvent des meilleures idées que nous. Hein. Et ça, une fois par an, on essaye de faire un séminaire d'entreprise où on ferme l'usine. Il ne se fait pas dans l'entreprise, il se fait à l'extérieur. On essaye de faire émerger un ou deux chantiers d'entreprise qui est en phase, en règle générale, avec la stratégie, quoi. Donc, et puis, il y a des réunions... il y a des routines, après il y a tout l'opérationnel, hein, mais où on essaie de faire participer, il y a des chantiers opérationnels où, en règle générale, la plupart des collaborateurs sont associés à un ou deux ou trois chantiers. Et ce principe de dire, voilà, les collaborateurs peuvent avoir des meilleures idées que nous, c'est quelque chose un mode de fonctionnement que vous avez toujours eu ou c'est récent? Alors, dans l'état d'esprit, on l'a toujours eu. Après, plus on grossit, plus c'est compliqué à mettre en œuvre. Parce que quand on était 7, c'était facile. Quand on est 50, c'est plus compliqué. Ouais, forcément, le nombre fait en sorte que c'est plus compliqué. Donc, dans l'état d'esprit, on a toujours eu cet état d'esprit. Mais c'est vrai que plus on grossit, plus c'est compliqué à
mettre en œuvre pratiquement. Donc là, aujourd'hui, ces séminaires, ces choses... moi, je me souviens, quand j'ai commencé ma carrière, c'était excessivement simple, parce qu'on cassait la croûte au moins une fois par semaine tous ensemble, quoi. Là, à 50, c'est plus possible, quoi. Donc il faut être vigilant pour maintenir cet état d'esprit. Voilà. En fait. Il faut en avoir la volonté. Voilà, il faut en avoir la volonté, créer des conditions pour que ce soit possible. D'accord. Et ça reste pour vous une priorité ? Ah bah c'est évident. Même si vous allez continuer. Je ne sais pas si on va continuer à grossir indéfiniment. Hein. J'ai une intime conviction que small is beautiful. Donc la course à l'ETI, pour moi, c'est une ânerie. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, dans les grosses entreprises, pour faire naître l'innovation, ils recréent artificiellement des startups. Aujourd'hui, si on veut rester innovant... Donc vous voulez rester une start-up ? Non, on veut rester sur le modèle d'une start-up. Aujourd'hui, je pense que le groupe, là, c'est 57 à peu près. C'est déjà une taille suffisante pour garder cet état d'esprit. Il faut être au-dessous de 100, ça c'est sûr et certain. Et pour finir, vous avez une petite activité locale complémentaire ? Oui, tout à fait. Pour nos auditeurs, ça peut les intéresser de savoir qui sont derrière ces bières locales. En plus d'être décolteur, effectivement, je suis brasseur de bière. J'ai aussi une autre activité qui est donc la brasserie artisanale, donc, qui est une activité tout à fait marginale parce que je fais 30 hectos par an, ce qui est insignifiant dans le domaine brassicole. Je suis même pas pico-brasseur, je suis nano-brasseur. C'est une activité qui est très intéressante parce que dans le sens où elle allie à la fois la créativité, on parlait d'artistes et d'artisans, c'est tout à fait ça, c'est à la fois la possibilité de créer comme un artiste et d'avoir ce métier d'artisan, c'est vraiment cette possibilité de créer des nouvelles recettes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de vendre de la bière, quelque part vendre de la bière c'est intéressant, mais c'est vraiment de créer des nouvelles recettes, des nouveaux produits, des nouveaux arômes, et s'appuyer aussi sur le terroir local, en mettant des adjonctions de plantes locales, de l'hysope, du carvi, des choses comme ça, en plus de ce qui fait la bière, c'est-à-dire du malt et du houblon. Donc c'est aussi ça, aussi l'intérêt, c'est d'être une bière locale, avec des produits locaux, et avec il y a une petite touche de créativité. Comme vous faites dans votre métier chez Bouvra Pernat, finalement. Et on peut vous trouver sous quelle bannière commerciale ? Alors, c'est la microbrasserie du Béol, 1151 microbrasserie du Béol. Le problème, c'est que c'est très, très compliqué d'en trouver, dans le sens où c'est des très petits volumes et je vends tout en direct, et souvent, c'est vendu avant d'être fabriqué. Donc, si nos auditeurs veulent goûter votre bière, il faut qu'ils vous contactent. Exactement. Merci beaucoup, Louis. Merci pour cette riche interview. Merci. À bientôt. Merci à vous. Je suis certaine que là, tout de suite, maintenant, vous dégusteriez bien une bière de la microbrasserie du Béol. J'en ai réservé quelques-unes. Vous pouvez aussi les retrouver sur Facebook et leur passer un message. Et je ne sais pas vous, mais personnellement, je suis toujours très impressionnée par ces dirigeants, à la fois attachés à leur terroir et visionnaires, porteurs de valeurs fortes et créateurs d'emplois, qui ont su résister aux crises et appris à gérer l'hypercroissance en restant fidèles à ce qu'ils croient et ce qu'ils incarnent, et en mettant toujours le collaborateur au cœur de leur entreprise. Cela vous a plu ? Pensez à laisser des commentaires ou encore quelques étoiles sur iTunes. 5 seront très appréciés et me permettront de continuer à faire connaître ce podcast. Vous avez, vous aussi, certainement connaissance de chercheurs éclairés ou de leaders bienveillants et optimistes. Faites-le moi savoir, adressez-moi un email, vous trouverez l'adresse sur iTunes. Je serai ravie de les contacter de votre part. Merci pour votre écoute et rendez-vous pour un prochain épisode. Je changerai cette fois de région et de secteur d'activité pour m'immiscer dans la French Tech et vous faire partager les aventures d'un serial entrepreneur. À bientôt!